Depuis plus de 2 siècles, ils réagissent aux alarmes. Ils répondent aux appels au secours. Chaque jour, depuis plus de 2 siècles, ils font face aux souffrances. Ils traversent les pages dramatiques de l'histoire de Paris. Les Parisiens ont besoin d'eux, alors ils s'habillent, s'équipent, montent dans leur camion et s'élancent sans compter, sans attendre aucune gloire. Toutes sirènes hurlantes, ils foncent vers les tragédies qui écrivent leur histoire. S'engouffrer dans un tunnel en feu, descendre dans un sous-sol rempli de fumée, même quand tous vos instincts de survie vous disent de faire demi-tour, avancer dans le noir, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Même en équipe, une fois dans le noir, ils se retrouvent seuls. Ce sont 8500 hommes et femmes qui font de la devise de la brigade une réalité, prêts à donner leur vie, mais aussi à assister aux scènes les plus violentes. S'engager à sacrifier une partie de soi, humblement garder dans les yeux les marques indélébiles des drames de Paris. Marinette Duplan, Camille Duchossuy, Charles Elmaleh. 40 années après, les familles sont toujours là. Jean-Paul Leblanc. Elles honorent la mémoire de leurs proches décédés. Elles ont perdu un fils, un frère, et parfois une famille entière, dans ce qui reste aujourd'hui la 3e catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de France. On est en 1972, un vendredi du mois de juin. Le village de Vierzy se prépare à fêter la Saint-Ruffin, le patron de la commune. Il y avait la fête à Vierzy en plus, il y avait un monde fou, c'était dingue. Dans le courant de la soirée, une partie de la voûte du tunnel qui passe dans le village s'effondre. Plusieurs centaines de tonnes de gravats forment un mur sur les voies de la ligne Paris-Laon. 20h50. Le train 2841, qui vient de la capitale, s'engouffre dans le tunnel à 110 km/h. Le choc est terrible. La première voiture s'encastre dans l'amas de pierres. Une partie des voitures suivantes s'empile. 2 minutes après, un second train en provenance de Laon s'élance dans le tunnel. Le face-à-face est d'une extrême violence. Le rapport de l'intervention en témoigne. La position des wagons est la suivante. 2 voitures sont sur rail, avec des gars à l'intérieur. Une voiture est emboutie sur plus d'1,50 m. 2 autres voitures ne forment plus qu'un tas inextricable de ferraille tordue. Francis Maillard est un jeune journaliste. Avec sa caméra Super 8, il est rapidement sur les lieux de l'accident. Je n'osais pas avancer. J'étais à l'entrée du tunnel. Il y avait cette odeur, il y avait une odeur qui sortait, qui était horrible. Tout le monde courait, ça courait dans tous les sens. Car le bilan semble déjà extrêmement lourd. Ce sont les pompiers des casernes alentours qui arrivent d'abord sur les lieux de l'accident et qui vont se relayer pendant près d'1 semaine. Alain Laforge a 21 ans. Il a intégré la caserne de Soissons depuis quelques mois seulement. 40 années plus tard, c'est la première fois qu'il accepte de parler de cette intervention. Quand il y a eu l'alerte pour l'intervention, au départ, on ne savait pas plus que ça, quoi. C'était un accident de train. Quand on est arrivé, tous les pompiers arrivaient, la première chose qu'ils faisaient, ils accueillaient les gens qui étaient dehors, mais personne ne rentrait vraiment dans ce fameux tunnel, quoi. On n'était pas beaucoup. C'est après, quand tout le gros du personnel est arrivé, que les fourgons sont arrivés. Là, il y avait 7-8 personnes qui arrivaient d'un seul coup. Donc là, on a commencé à rentrer dedans avec les lampes. Et là, on a commencé à prendre
mesure de l'ampleur, quoi, mesure de ce qui se passait vraiment. Et encore, on ne savait pas encore tout, là. Alain Laforge et ses collègues rentrent par l'une des entrées du tunnel. Les gens qui vous agrient parce qu'ils voient les casques briller, donc ils vous prennent par la main, ils vous prennent par le bras, ils crient au secours. Enfin, c'est un truc... c'est fou, quoi. Plus on avance, plus on approche de la pointe de l'accident, on s'aperçoit simplement qu'il y a un gros tas de cailloux, de gravats. Il y a des gens coincés dans les amas de ferraille. Pour pouvoir monter en haut du tas de gravats, il y a un collègue qui revient avec une échelle à coulisses, il monte et là il crie mais il y a un autre train de l'autre côté. Alors là, c'était une catastrophe. Dehors, les badauds commencent à arriver, les journalistes aussi. Les blessés les plus légers sortent du tunnel en courant. Il se passe beaucoup de choses dans la tête. Tout de suite, c'est de dire « Ah, c'est mon premier reportage, ça va être super ». Puis à mesure qu'on approche, on se pose des questions, on se dit « Mais ça va être quoi, ça un accident ?» À 21h55, le préfet de l'Aisne active le plan Orsec. Ce sont plus d'un demi-millier de secouristes qui vont alors se relayer jusqu'au mercredi suivant, avec des moyens d'intervention qui sont, à cette époque, limités. Alain Laforge et quelques-uns de ses collègues ressortent du tunnel côté Vierzy et se dirigent vers la commune de l'Échelle où se situe l'autre entrée. Il fallait enjamber des grillages, des barbelés, des pâtures pour arriver jusqu'au rail. Et après des rails, il fallait arriver jusqu'à l'entrée de l'autre tunnel. Et après, quand on était dans l'autre tunnel, on voyait rien, on entendait juste du bruit, des cris, de la fumée. Arrivé au mur, on s'aperçoit que on est tout petit, quoi. Je me rappelle d'un nom qui me restera toute ma vie dans ma tête. C'est Marius. Marie-Luce Cagnard est une jeune femme de 25 ans. Ses jambes et une partie de son corps sont complètement écrasées depuis plusieurs heures sous un amas de briques, de ferraille et de pierres. Les pompiers tentent de la sortir vivante. Ils risquent à tout moment un nouvel éboulement. On lui a mis des tuyaux pour avoir de l'oxygène, parce qu'on ne pouvait pas mettre de masque. Donc par les petits trous, on passait des tuyaux d'oxygène, on lui parlait. On n'a pas arrêté de lui parler, sans arrêt, sans arrêt. On n'a pas arrêté de travailler, petit à petit, on enlevait des bouts, des morceaux, etc. On lui caressait ses cheveux pour qu'elle sente qu'on était là. Et on a travaillé sur cette personne-là pendant des heures. Je suis incapable de vous dire combien de temps, mais c'est long, très long. Et puis on a réussi à la sortir. En la libérant du tunnel au bout de 40 longues heures, les pompiers pensent avoir sauvé Marie-Luce Cagnard. Mais alors qu'elle doit être transportée par hélicoptère à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, elle est victime d'une pathologie très peu connue à l'époque. C'est le Crush syndrome, le syndrome des ensevelis. Elle est morte en sortant du tunnel. D'accord. Pour quelle raison ? On ne savait pas à l'époque que les membres compressés, ils dégageaient des toxines quand on les décompressait. Et elle est morte comme ça. Seuls les médecins de la brigade de Paris ont à l'époque l'habitude de traiter cette pathologie. Le général Noto est médecin-chef de la brigade. Il est venu en renfort des équipes déjà sur place. Nous sommes intervenus pour les victimes les plus graves qui étaient incarcérées depuis 8, 9, 10 heures. Et je crois que le record a été le dégagement d'une victime à la 34e heure. J'ai gardé souvenir de ce visage, de ce garçon qui avait 24-25 ans, qui a survécu auprès d'une amputation des deux jambes. Dans cette pathologie extrêmement grave, un des éléments clés était la durée de compression. Le service de santé de la brigade, ayant déjà une expérience de ces ensevelis, a permis donc d'extrapoler ses connaissances sur le terrain d'un accident de circulation. 250 hommes de la brigade sont en effet présents sur cette intervention. Ce secteur ne relève pas de leurs compétences. Ils sont appelés par les autorités locales pour apporter leurs connaissances et les moyens de désincarcération dont ils disposent. Dans les jours qui ont suivi, il y a la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui est arrivée et qui a mis en œuvre naturellement des moyens importants. Je pense qu'il devait y avoir des champignonnières et puis il y avait ces grands trucs en béton qui servaient en fait à aérer.
Et là, la brigade avait installé des grands tuyaux en tissu et on envoyait de l'air à l'intérieur. Car les conditions de travail des sauveteurs sont extrêmement difficiles. En plus de la fumée et de la chaleur, ils sont dans l'obscurité la plus totale. On n'a pas d'électricité, on ne peut pas travailler dedans avec des groupes électrogènes, parce que des groupes électrogènes, ça fait des gaz. On n'a pas de lumière, donc pas d'électricité, pas de lumière. On n'a pas de matériel pour désincarcérer. On est obligé de désincarcérer avec des pinces, avec des tenailles, avec des scies à métaux. C'est un travail de fourmi. À l'extérieur, on sort peu à peu les corps du tunnel. Nous, on sortait les gens par un côté, en sortant les gens sur des bougies de train. Et il y a 4 roues qui sont sur un train avec un plancher, puis on sortait les gens comme ça. Les personnes décédées sont emmenées à l'abbaye Saint-Léger de Soissons. Leurs noms sont affichés sur le mur de la mairie de Vierzy. Je voyais les gens qui venaient, on comptait, on disait c'est pas vrai, 100. Ça avait démarré à 80, ouais, aux environs de 80. Et à chaque fois qu'il y avait une victime, on rajoutait. Le bilan définitif sera de 108 morts et 130 blessés. Ils avaient fait un circuit de manière à ce que les ambulances ne risquent pas d'avoir un accident en se rentrant dedans. Donc on passait d'un côté, on revenait de l'autre, etc., etc., etc. Après, on ne faisait plus que ça. Pendant tout ce temps, la solidarité du village de Vierzy s'organise. Alain Laforge restera 3 jours sur place. On dort pas, on se relaye, on mange des sandwichs, voilà. À l'époque, il y a le garage de Vierzy qui avait fait énormément de choses pour les secouristes. Hein. Le café d'à côté, il avait donné du café, il a donné à boire. C'est des gens qui ont donné plein de choses pour les secours. Heureusement, parce que nous, il n'y avait pas de logistique à ce temps-là. C'était encore à l'époque où fallait se démerder, quoi. Les secours vont travailler sans relâche, dans des conditions tellement dures qu'il leur reste aujourd'hui un sentiment d'impuissance. On avait tous été dépassés, même les gradés. À l'époque, on ne s'est pas senti vraiment des pompiers sauveurs. Comment je vous expliquerai ça? On n'avait rien. On n'a pas pu faire grand-chose, quoi, en fait. C'est comme s'il fallait déplacer une montagne avec des pelles et des brouettes, quoi. Vous voyez? On n'en finit pas. J'ai vu sortir des pompiers qui étaient traumatisés, parce que des pompiers qui n'avaient jamais vu ce genre de catastrophe. J'ai encore une plus grande admiration pour les pompiers qui ont fait Vierzy, parce qu'ils l'ont fait avec leurs moyens. Et ça, je crois que c'est fabuleux. Le dernier corps est sorti le mercredi de la semaine qui a suivi la catastrophe. 5 journées et 5 nuits entières pour parvenir à libérer les corps et sortir les 2 trains du tunnel. Des conditions d'intervention exceptionnelles, dont la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a ensuite tiré les leçons. Cette expérience de Vierzy, nous l'avons retrouvée quelques années après, en 1988, avec l'accident de la gare de Lyon. C'est un accident qui va profondément marquer les hommes de la brigade. Il est 19h10 sur les quais de la gare de Lyon. La plus grande catastrophe ferroviaire survenue en Île-de-France depuis la création de la SNCF vient d'avoir lieu. Quelques minutes plus tôt, Martine Gilles rentre de sa journée de formation à Villetaneuse dans le nord de Paris. Je suis arrivée à la gare de Lyon à 18h30, 18h40 et je devais prendre celui de 18h49 comme tous les soirs. Et en fait, le train n'arrivait pas. On était sur le quai et on nous a demandé de changer de quai. J'ai remonté le quai et je suis remontée. Je suis pas montée dans la première voiture parce que la première voiture était une voiture première. Je me rappelle de ce 1. Et en fait, je ne suis pas montée à l'intérieur, je suis montée dans l'espace après.
Le train dans lequel Martine prend place est en retard. Les passagers en profitent pour continuer à monter. C'est l'heure de pointe, la rame est bondée. Pendant ce temps, un autre train en provenance de la banlieue sud circule. Il devrait marquer un dernier arrêt à la gare de Maisons-Alfort, mais pour gagner du temps, il se rend directement gare de Lyon. Didier Lerest était alors cheminot. S'il avait marqué normalement l'arrêt, on se serait là aperçu qu'il n'avait pas de frein. Et donc, il est passé, comme on dit dans notre jargon interne, tout debout, dans la gare de Maisons-Alfort. Il est venu directement ici. Et il a été aiguillé sur une voie où il devait être réceptionné. Mais malheureusement, ce soir-là, il y avait du retard dans la circulation des trains. Et le train qui était bondé de monde à quai avait du retard. J'étais donc debout, je tenais une barre. Et puis j'ai regardé l'heure. J'ai vu qu'il était 19h10. Et à ce moment-là, au même instant, j'ai entendu quelqu'un crier. Quelqu'un dans les haut-parleurs, enfin, oui, dans les haut-parleurs, qui criait et qui nous criait « Descendez du train, descendez du train ». Il a dû crier 2 fois, je ne sais plus exactement, mais enfin c'était un cri un cri dont je me souviendrai toujours, quoi. Il a été jusqu'au dernier moment, avec le micro dans le train, pour appeler les voyageurs à évacuer le train, évacuer, sortez. Parce que, et dans le même temps, il voyait le train arriver. Le train qu'allait le percuter. Il n'a pas eu le temps de se retirer. Et il y est resté. Maintenant, quand je sais que c'est le conducteur du train, ça c'est... C'est un hommage, quoi, quelque part. C'est héroïque, quoi, de dire aux gens de faire ça. Mais bon, tout le monde n'a pas pu sauter, et puis on a été obligé de vivre l'enfer, quoi. Le train qui arrive à quai percute à environ 70 km/h celui qui s'apprêtait à partir. Le train percuté a peu d'espace pour reculer et absorber le terrible choc. Les 2 trains s'encastrent. On a été poussés dans un bruit strident, un bruit très lourd, très fort. Ce bruit de frein, enfin je dis frein, je ne sais même pas, c'est une ferraille énorme qui tape et qui tape. Et en même temps, tout s'est éteint et c'est parti très vite sur le côté gauche. J'ai regardé au travers de la fenêtre et je voyais le quai défiler, le quai orange qui défilait très vite et on partait donc en sens inverse. Et là, j'ai eu, personnellement, j'ai eu un... C'est comme si j'entendais plus rien, en fait. C'est pas possible, t'as encore plein de choses à faire, j'avais 24 ans. T'as encore plein de trucs à faire, c'est pas possible, ça va pas arriver maintenant. Et à ce moment que je pense comme ça, j'ai eu une grande, comme une faille à l'intérieur du corps, quelque chose de très fort, et j'attendais d'être écrasée, quoi, en fait. Je savais que j'allais être écrasée. J'ai pas été écrasée, je suis là. Mais j'avais cette peur, quoi, cette sensation d'être écrasée. Et ensuite, ça s'est arrêté. J'ai repris mes esprits, enfin, et je suis descendue. J'ai dit aux gens, faut descendre. J'ai dit aux personnes qui étaient à côté, qui étaient assises, moi j'étais debout, au fond. J'ai dit, faut descendre. Et donc, je suis descendue sur le quai. J'ai dit, il faut qu'on s'en aille, il faut pas rester ici, il faut partir. Et je me suis sauvée. La caserne de Chaligny, située dans le 12e arrondissement, reçoit le premier appel à 19h13. Mais comme Martine Gilles, les passagers qui ne sont que légèrement blessés se sont enfuis du quai avant l'arrivée des premiers secours. Il y a 2 appels pour la gare de Lyon. Le premier, c'est un appel qu'on appelle TASAL. Donc c'est une ligne automatisée qui est en liaison directe avec le centre de secours le plus proche et donc qui provoque le départ immédiat des pompiers. Et le deuxième appel, qui est un appel qui arrive par un personnel de la SNCF, qui dit aux pompiers « Quai machin, on a un accident grave et les gars, vous allez avoir du boulot. » Voilà, c'est tout. Quand moi j'arrive sur le quai, donc il y a un train qui était à quai, un train qui a percuté le train à quai et qui l'a ouvert
comme une boîte de conserve, et les gens sont serrés comme un piston. Et donc tous les survivants sont bloqués dans le bout du train. Elle est côté gauche, mais alors là, ça va être... À un moment, ils avaient envisagé de passer par le toit, c'était pas possible. Ils ont envisagé de passer par en dessous également pour pouvoir atteindre les victimes sous le train. Or là, c'est carrément impossible, hein. Ils ont commencé à scier des barreaux, puis ils se sont aperçus qu'ils risquaient de provoquer un effondrement du plafond du wagon. Donc on a essayé plein de choses pour essayer d'atteindre les victimes le plus rapidement possible. Et c'était une horreur, parce qu'on s'est aperçu que il n'y avait pas d'autre choix que de passer du côté du quai, et puis d'enlever la ferraille les unes après les autres pour atteindre les gens. Initialement, nos moyens n'étaient pas suffisants pour couper peut-être les gros bouts de ferraille de la SNCF. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé que la SNCF envoie son wagon de matériel lourd. Mais même avec ça, si vous voulez, c'est facile quand il n'y a pas de corps qui sont mélangés. La ferraille, il faut pouvoir y accéder, la couper au bon endroit pour ne pas blesser ceux qui ont encore la chance de ne pas être blessés, si vous voulez. Donc l'intervention de désincarcération était très très compliquée. Il fallait trouver le bon endroit avec le bon instrument, si vous voulez, pour avoir le meilleur rendement. Près de 5 tonnes de matériel de désincarcération sont acheminées sur le quai. Elles permettent aux pompiers de libérer les premiers voyageurs qui sont soignés à même le quai par les équipes médicales. On fait donc un poste médical avancé sur le quai, c'est-à-dire que les premières victimes sont vues par les médecins sur le quai avant d'être rapatriées vers le haut pour être évacuées. Mais certains blessés restent coincés dans les rames. Les heures passent et leur état s'aggrave. Je demande aux médecins, j'ai besoin qu'on dégage cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, je ne peux pas accéder, si vous voulez, on ne peut pas l'enlever. Qu'est-ce que vous proposez? Il dit, on l'ampute. On l'a amputé sur place, des 2 jambes, pour lui sauver la vie, parce que son état était en train de se dégrader. On savait que si on ne le faisait pas, on allait mourir. Mais je crois qu'on aurait pu prendre la décision plus tôt. Mais c'est une décision tellement grave à prendre qu'on a hésité. Ça nous a aussi peut-être servi de leçon. Cette amputation est effectuée par une équipe de chirurgiens de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. C'est la première fois dans l'histoire de la brigade qu'une telle opération est réalisée sur les lieux mêmes d'un accident. Nous, on n'est pas capable de faire ça, les pompiers de Paris. On n'a pas de chirurgien, nous. Hein. Donc, quand c'est une opération à caractère purement chirurgical, on est obligé de faire appel à nos camarades des hôpitaux. Les secours se rendent compte sur place que les blessures ne seront pas seulement physiques. La presse utilise ce jour-là tous les superlatifs pour décrire l'horreur. Vous entendez quelquefois des gens qui vous appellent et qui sont sous 10 cadavres. Donc c'est là que c'est difficile. La dernière personne qui est sortie, on est la sortie à 5 h du matin. Hein. La fameuse dame qu'on revoit régulièrement d'ailleurs, eh bien, elle va rester, je crois que c'est 12 ou 14 heures incarcérée. Alors on a l'impression, on voit son visage, on a l'impression qu'on va la sortir. Eh bien non, parce qu'elle est complètement au milieu d'un enchevêtrement de ferraille qu'il faut découper morceau par morceau, etc. Il va même falloir découper des cadavres pour pouvoir l'atteindre. Alors vous voyez, donc ce sont des choses, des interventions qui vont durer longtemps. Elle a passé quand même une dizaine d'heures sous 50 cadavres. Quoi, hein. Ça doit laisser des traces quand même. Le plan rouge est désormais déclenché lors des interventions les plus importantes. Le ramassage des blessés s'organise grâce aux 250 pompiers mobilisés, mais les autres casernes doivent conserver leurs effectifs pour être en mesure de faire face aux interventions quotidiennes. Dans le plan rouge que j'avais conçu quand j'étais le chef du bureau OP ici à la brigade, on a besoin, j'allais vous dire, de spécialistes et on a besoin de main-d'œuvre plus banale. Ce sont les brancardiers. Donc les brancardiers, pour ne pas démunir les centres de secours opérationnels, on fait venir les brancardiers du groupement d'instruction. Donc ce sont des gens qui ont au mieux 2 mois d'expérience de pompiers.
Mais c'est pas une bonne chose. Les jeunes, le jour de la gare de Lyon, ça faisait 3 semaines qu'ils étaient là. Et on leur a fait transporter des cadavres déchiquetés, on leur a fait faire des choses pour lesquelles ils n'étaient pas préparés. Le lendemain, plus de la moitié d'entre eux demandaient leur résiliation de contrat. Là, on s'est dit pour la première fois, un pompier ne peut pas tout subir. Vous avez là-dedans des gens qui ont 20 ans, qui n'ont jamais vu, ils n'ont même pas vu leur grand-père qui était mort, qui n'ont jamais vu un cadavre de leur vie. L'enseignement majeur, pour moi, ça a été de faire des débriefings psychologiques. C'est devenu à la mode après. De là va commencer à arriver cette histoire de cellules médico-psychologiques. Est-ce que les gens qui ont assisté, même s'ils ne sont pas blessés, qui ont assisté à un événement violent, sont marqués par cet événement violent ou non? Et on doit ça au général Kroc, qui est un ancien médecin militaire. Ils ont une expérience de confrontation inopinée avec le réel de la mort. Dans toute la vie, on ne voit pas le réel, on voit des réalités qu'on se construit sur le réel qu'on perçoit à partir de notre culture, de nos mots, notre vocabulaire et notre expérience. La mort, c'est la seule chose pour laquelle on ne peut rien construire. Et ça, sont des gens qui ne sont pas comme les autres, ils auront mis un pied chez les morts, vous voyez. Ils n'en parlent pas parce qu'ils pensent que ça va se passer tout seul. Ils ont la phobie de prendre le chemin de fer, ils ont des sursauts, des cauchemars ou de revoir l'accident. Ils disent c'est trop récent, ça va se passer. Aussi parce que leur famille, au début, était pleine de compassion, et puis après, les rabrouait. Ils disaient tu vas nous parler ça tout le temps, secoue-toi, oublie ça. Alors que la thérapeutique, c'est pas d'oublier, c'est de s'en souvenir autrement. Tout ce qu'a mis en place le professeur Kroc, c'est vraiment très important. Très important pour que les personnes puissent continuer sans trop de problèmes, quoi, en fait. Ne pas voir d'image, ne pas savoir, ne pas parler, tout garder à l'intérieur, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut en parler. L'accident de la gare de Lyon fera 56 morts et autant de blessés. Les conditions d'intervention dans les lieux confinés sont extrêmement compliquées. Ce sont les plus délicates pour les hommes de la brigade. D'autant plus lorsqu'ils s'y engagent pour éteindre des incendies. Ils sont alors équipés d'appareils respiratoires isolants, mais leurs capacités sont limitées et les accidents fréquents. Un soir du mois de mars, il est 22 h. Les 19 ouvriers qui font les 3-8 sur le chantier de l'A86 dans l'ouest parisien prennent leur poste. Ils construisent le plus long tunnel sur le sol français. 10 km et 2 étages de circulation. Ils travaillent dans un tunnelier, une machine semblable à celle qui a percé le tunnel sous la Manche. Mais à 22 h 30, le train qui alimente en matériel cette grosse machine prend feu. Alain Duclos est l'un des responsables du chantier. C'est le conducteur du train qui m'a appelé par radio pour me dire voilà, mon train a pris feu, sauvez-vous. Et je ne sais pas si je peux dire ça, mais la personne hurlait en me disant on va tous crever, essayez de vous sauver, il y a le feu en tunnel, on ne peut plus sortir. Le conducteur parvient à quitter le tunnel, mais le piège se referme sur les 19 autres ouvriers. Je fais le 18, je donne la référence du chantier, et puis j'explique la situation en disant qu'il y a le feu dans la galerie, dans le tunnel,
et qu'on est coincé à l'intérieur et qu'il faut déclencher la procédure de secours. J'ai eu un second appel radio, cette fois-ci, qui me donnait un peu plus de détails sur le feu. Et lorsque j'ai essayé d'appeler l'extérieur pour donner un peu plus de précision, là, j'avais plus de tonalité, c'est-à-dire que les câbles qui nous reliaient à l'extérieur avaient fondu. Les ouvriers commencent par se réunir à l'avant du tunnelier. Aucun ne manque à l'appel, mais les fumées sont de plus en plus opaques. Au bout de 20 minutes, l'air du tunnel est devenu toxique. On s'est dit qu'en dernier recours, si l'air devenait irrespirable sur le tunnelier, on rentrerait dans les sas. Au moins, on aurait de l'oxygène pendant quelques heures. Sauf que ces sas sont prévus pour, hier, de mémoire, 5-6 personnes. Là, on était 19, donc ça allait être un petit peu tendu. Les pompiers, prévenus dès le début du sinistre par Alain Duclos, sont déjà à l'entrée du tunnel. Mais une intervention sur un tel chantier s'annonce extrêmement difficile. Mettez les hommes à l'intérieur, on est parti là. On était les trois seuls à connaître ce tunnel parce qu'on l'avait visité par chance quelques jours auparavant. Donc on connaissait le tunnel, on connaissait le tunnelier, on savait comment c'était fait. Et on savait éventuellement où il pouvait y avoir des gens. Puis assez rapidement, on a identifié, bon, s'il y a des personnes et que si ces personnes sont vivantes, ben elles sont là. Le plan chef, c'est qu'il n'y a pas de plan. On monte des équipes et on les envoie au bout de leur capacité en air faire une reconnaissance. Le train qui a pris feu, il a pris feu au seul endroit où il ne fallait pas qu'il prenne feu. On était incapable de ventiler le tunnel avec un bouchon à cet endroit-là. Donc rapidement, forte chaleur, tout le système de ventilation qui fond, donc tout tombe en panne. Et puis 300 mètres de tunnelier, tout au bout, dans une toute petite pièce, a priori peut-être des bonhommes. Enfin, on ne savait pas qu'ils étaient là. On était sans nouvelles, entre 10 et 20 personnes peut-être. Le tunnelier est à 2 km de l'entrée du tunnel. Les pompiers doivent parcourir cette distance dans la fumée et la chaleur, avec sur leur dos 15 kg d'appareils respiratoires. Leur temps est compté. Ils ont, théoriquement, 45 minutes d'autonomie pour faire l'aller et le retour. Sauf qu'en fonction de leur respiration, leurs réserves peuvent s'épuiser plus rapidement. Il n'est pas à 1200 mètres. Ça fait combien de temps que je suis dedans au moins 40 minutes. T'es jusqu'où là? Les pompiers qui sont descendus, on voit pas autant le bras. La No 500, il faut qu'ils passent sur le 2. Moi je pense que c'était jusqu'à 1200 mètres. Les pompiers qui sont descendus, la No 500, il faut qu'ils passent sur le 2. C'est toujours tous les 200. Ouais. Le train il est plus loin. On n'a toujours pas de liaison avec les mecs de... Non. Quand on n'a plus de communication avec l'extérieur, ben, on essaie d'en établir une. Nos rôles, enfin le mien en l'occurrence, c'était de, toutes les minutes, toutes les 5 minutes, c'était de changer de fréquence radio et puis d'annoncer, voilà, nous sommes 19, on est réfugiés à tel endroit dans la chambre d'abattage, 19 personnes, et hop, on passe sur le canal 2, sur le canal 1, jusqu'au canal 11, je crois. Et puis après, quand on a fini, on recommence. Et l'autre alternative, c'était de, comme un tunnelier, c'est un énorme châssis métallique, c'était de prendre un marteau, et puis de taper sur la paroi pour que si jamais il y avait des secours qui arrivaient, qu'ils sachent que voilà, le son vient de là. La fumée était tellement opaque, c'était une fumée essentiellement de résidus, d'hydrocarbures et de caoutchouc, donc c'est très dense, c'est très opaque, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous voyez rien. Là, je savais que c'était tout droit, j'avais le rail en guine. On était comme ça et on avançait. Tous leurs sens sont altérés. Les rails au sol sont leur seul repère. Certains prendront beaucoup de risques pour parcourir la distance qui les sépare de l'incendie. Prenez vos aéries et allez leur donner un coup de main. Vas-y. C'est bon, il y a bien l'oxygène après. On va te donner ça. C'est bien pour tous. Amenez-moi de l'oxygène là, allez. Laissez-moi du peu d'air. C'est bon, allez. Je me mets sous l'odeur.
Est-ce qu'il y a un gradé là? Il y a une AR qui arrive. Tu prends l'affaire à ce niveau. Christophe. Il y a une AR qui descend. À l'intérieur du sas, les 19 ouvriers attendent depuis bientôt 4 heures, sans aucune certitude que les secours sont à leur recherche. Si on ouvre la porte du sas, on ne fait pas 3 mètres, on tombe raide asphyxié. J'avais qu'une seule crainte, c'est que quelqu'un ait un coup de folie, dit « moi je veux sortir », et puis perde la raison et essaie de sortir, auquel cas il condamnait tout le monde. Très vite, on a pris conscience que à partir du moment où l'encadrement gardait la tête froide, le reste suivrait. Donc il ne fallait surtout pas que nous, on cède à la panique. C'est une équipe, quoi, et c'est pas un 20 mots, une équipe. C'est quelque chose de fort, et à partir du moment où on a un souci, on ne se voit pas s'effondrer vis-à-vis de ses collègues, quoi. Voilà. Dans le sas, les heures passent. La chaleur augmente et l'air se raréfie. Alors l'angoisse gagne les ouvriers. J'ai appris rétrospectivement que certains avaient griffonné un message à leur famille sur un bout de papier qu'ils avaient gardé dans leur poche, ou sur la paroi, ils avaient griffé un petit mot, ou voilà. Mais sur le moment, c'est pas quelque chose dont je me suis aperçu. C'est-à-dire que chacun a porté son fardeau calmement dans son coin et a fait sa démarche intérieure, quoi. À un moment, il a fallu dépasser le train en feu pour aller se rendre compte de ce qui se passait dans le tunnelier. Il y avait une toute petite margelle sur le côté qui permettait de passer le sinistre et de se retrouver dans le tunnelier. Vous êtes dans un bateau. Donc là, vous avez une succession de coursives. Vous montez, vous descendez, vous ne savez pas pourquoi, mais vous montez, vous descendez. Mais le principe, c'est ne pas réfléchir et continuer. Dans ces moments d'extrême panique, on entend tout. C'est-à-dire qu'avant 4-5 heures, certains disaient « mais j'ai entendu un bruit là ». Alors du coup, l'émotion renaît, on tend l'oreille, on colle l'oreille sur la paroi, et puis en fait, il n'y a rien. C'est juste l'imagination qui... Donc, des alertes comme ça, on en a eu quelques-unes, quoi. C'est un silence assez obsédant, c'est comme quand vous faites de la plongée. Vous entendez que le détendeur de votre appareil respiratoire qui fonctionne, et il n'y a rien, il n'y a que les bruits que vous générez, c'est assez oppressant. Et puis il y a un moment où on entend réellement quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on entend. Est-ce que c'est l'incendie qui a gagné le tunnel? Il y a des structures qui sont en train de s'effondrer, qui tombent. Et après, le vrai moment émotionnel, c'est quand on entend des pas, où on sent que c'est une présence humaine, quoi, des pas. On est arrivé au pied du sas de décompression, ils étaient enfermés. Là, un petit peu image irréelle. Les mecs s'ouvrent, ils étaient tous entassés dedans. On aurait dit dans Tintin, la coque en stock, là, tous les gars qui étaient empilés dans leur pièce, ils étaient là, ils étaient sourire. Bon, on y va, ouais, mais avant, on va vous dire comment on va faire pour y aller. C'est l'euphorie, il se passe quelque chose, on se dit ça y est, c'est terminé. Sauf que c'est pas parce que les pompiers sont là qu'on est forcément tiré d'affaire. J'ai vu le gars qui a ouvert la porte, il dit ça y est, je les ai. J'ai refermé la porte, je leur ai dit qu'on arrivait. J'imagine la tête des ouvriers, on est sauvés, mais pas. Il va encore falloir attendre. Les ouvriers ne sont pas équipés pour traverser ces centaines de mètres en fumée. Il va donc falloir leur acheminer des appareils respiratoires et recommencer le même trajet, les mêmes coursives, les mêmes fumées opaques, avec cette fois près de 30 kilos sur le dos. Il y a 1900 mètres à faire. Okay. Arrivez sur place. Pour y aller, ça va bien se passer, je sais. Vous préparez votre appareil et au fur et à mesure, il y en a un on va vous binômer avec la cellule. Il faut monter une colonne de secours et tous y aller avec double équipement. Et puis on va les chercher comme ça, puis on reviendra avec eux sous le bras. Donc il y a un pompier qui rentre
Il équipe celui qui doit sortir, il l'habille, il lui met la bouteille d'oxygène, le masque, etc. Il lui donne les consignes, les signes à donner, tu me pinces si ça va pas, parce qu'il y a des fois on ne se voyait pas, etc. Et on y va. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la porte du sas, les gaz rentrent. Donc plus on sort en dernier et plus l'air qu'on respire est toxique. Nous, on a envie de dire, allez, vite, 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 on y va. Et eux, voilà, on fait ça, c'est bon, c'est verrouillé, c'est vérifié. T'es sûr? Ok. On y va. Donc c'est long, c'est long. Lorsque les pompiers entament le trajet du retour, il leur reste souvent moins de la moitié de leur capacité en air. Mais on n'a pas toujours été très sympa avec les ouvriers quand on les a tirés de là, parce que c'était bon, écoute mon garçon, maintenant tu marches, tu ne poses pas de questions et tu me suis. C'était très stressant pour eux. Moi, le premier, je reconnais avoir pas été du tout pédagogue. Il fallait être plus économe en air, s'occuper d'une personne qui paniquait et faire en sorte que cette personne soit ramenée et accessoirement qu'elle ne nous entraîne pas dans une chute ou dans sa panique. Il restait 500 mètres à parcourir, mais c'était les 500 mètres les plus difficiles parce qu'il y avait cette carcasse de train où il faisait quand même assez chaud. Il fallait passer par cette petite coursive qui était dégradée. On commençait à être fatigué. Maintenant, arrivé là, il ne fallait pas échouer, quoi. Donc tu me suis, tu me tiens, tu penses à rien, et tu verras, ça se passera bien. On sortira tous les deux. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais tu me suis et tu me tiens. Tu ne me quittes pas. J'ai un vague souvenir d'avoir sans doute remercié la personne qui m'avait accompagné tout le long. Et là, par contre, j'ai le regret de ne pas avoir pu revoir ces personnes, parce que vraisemblablement, la personne qui m'a accompagné, elle est peut-être retournée, elle, le job n'était pas fini. C'était film américain, on sortait, on avait sauvé les ouvriers, et on sortait, le soleil se levait. Parce que je suis rentré dans le tunnel vers 22h30 le soir, il faisait nuit, j'en suis ressorti le matin avec le soleil. Donc c'était extrêmement symbolique, et puis c'était une belle image. Ce matin-là, les hommes de la brigade ont sauvé 19 personnes. Comme un happy end qu'ils aimeraient retrouver au bout de chacune de leurs interventions. Ce vendredi, à Asnières, un feu s'est déclaré dans le sous-sol d'un grand magasin. Une première équipe est descendue pour faire des reconnaissances. Mais l'un des pompiers n'est pas remonté. Faites gaffe, arrivant en bas, ça brûle. Vous essayez de passer à côté sans en faisant gaffe avec votre commande. Et il y a un mec, il est peut-être de ce côté-là, on le retrouve. Et j'engage une deuxième équipe pour retrouver la personne éventuelle. Les gars, on y va les filles. Allez. Là, il y en a un qui l'aide à détacher sa commande avant que ça fasse merdier. Toujours, si vous avez vu, on ne lâche jamais la commande. Allez, on se baisse, on y va, on est parti. Voilà. T'as les noms de ceux qui sont partis, là? Le métayer et le Béranger. Celui qui manque, donc, c'est Pello, caporal Pello. Qui était avec le sergent... Avec le sergent Faury. Il était chef d'équipe. Ouais. Grégory Pello, celui que les pompiers cherchent, est pris au piège des fumées qui ont brusquement envahi les lieux. Le sergent Faury, qui était descendu avec lui, parvient à sortir rapidement. Mais face à une situation qui s'aggrave de minute en minute, le GREP, groupe de recherche en exploration profonde, est appelé en renfort. Impossible d'accéder de l'autre côté. Vous avez un accès ici, un accès là-bas. Au début de l'intervention, on va le trouver. Il n'y a pas de souci, c'est quelque chose... Le feu n'est pas encore développé entièrement, on va y aller, on va le trouver, quoi. On a des règles d'engagement qui nous laissent à peu près 25 à 30 minutes d'engagement, mais il a une bouteille d'air sur lui qui lui permet d'aller jusqu'à 1 heure. Il faut aller vite, on n'a pas le temps d'analyser comme on a l'habitude, nous, d'analyser les situations. Ouais, vas-y, explique-moi. En descendant des escaliers,
4-5 mètres plus loin, il y a une pièce à droite. C'est là où on a retrouvé l'aérie. Il y a un petit peu de résidu. Ouais. C'est là où on a retrouvé l'aérie. Où ça? Non. Dans la pièce ici. Et c'est là que ça brûle ou pas? Non, c'est là. Voilà. Là, c'est le petit bout de merde, là, noir. Il y a les lances, j'en ai croisé. Il y en a une là, non? Ouais, une là, ici, là. Ok. J'en ai croisé une par là. Ouais, c'est celle-là. Il était tout droit, là, il n'y a rien. Rayonnage à gauche, là. Ouais. Rien. Il était là. Mais les rayonnages nous empêchent de progresser. Dans ces conditions qui sont obscures, on ne voit rien du tout, il y a de la fumée partout, on entend parler à côté, on entend crier. L'espace est très, très restreint. Je remonte, je rends compte de la situation, que ça va être vraiment compliqué, il faut évacuer tout le sous-sol pour qu'on puisse faire des reconnaissances quadrillées à ce moment-là en ligne, et pour qu'on retrouve absolument Grégory. Il faut le retrouver, quoi. Chaque pompier sait que Grégory Pello n'a qu'1 heure d'autonomie, alors ils sont tous décidés à affronter ce sous-sol en feu. Allez, prenez la commande. Marc 4 scènes, nivelle. C'est bon, c'est bon. Allez, il descend les escaliers à gauche, il y a déjà 3-4 mecs. À gauche. Allez. Donc, Perrodo, avec une commande, ouais. Avec la commande. On a ce qu'on appelle, à l'époque c'était des commandes, aujourd'hui ce qu'on appelle des lignes guides. C'est des fils d'Ariane qu'on met derrière nous pour pouvoir au moins retrouver la sortie. On est engagé à 3 personnels du GREP. On s'est un petit peu perdu je dirais, de contact. Et je me suis retrouvé emmêlé dans les lignes guides et les commandes qu'on a mis justement emmêlé dedans. Je dis, bon, là, si on ne vient pas me sortir, je suis coincé, quoi. Donc, et puis c'est un de mes camarades qui m'a retrouvé tout de suite, qui est venu me désengager. Ouais. On a des petites combines parce qu'on est prêt à ce genre de situation. Donc avec le couteau, on a coupé et puis allons-y, quoi. Mais en fait, il y a trop de monde, donc ça sert à rien d'envoyer du monde. Ah, il y a trop de monde. Ce qu'on cherche en priorité, c'est le petit loup qui s'est décroché. Il n'a pas de commande. Hein, de toute façon, comme toi tu t'engages, il faut qu'on fasse remonter des équipes. Il y a 5 équipes là-dedans, il y a trop de mecs. Et il y a donc tous les mecs que tu vois, tu leur dis de remonter. Ouais. D'accord? C'est pas souvent que chez nous on est amené quand même à aller chercher nos collègues. Les motifs ont pris le dessus. Et donc tout le monde voulait s'engager pour pouvoir tirer nos camarades qui étaient pris au piège. Des personnels se montaient à la limite des possibilités qu'offre notre matériel. Donc se sont retrouvés en difficulté à leur tour. Donc il a fallu malheureusement sauver des personnels qui étaient portés secours aux premiers intervenants. Dans le sous-sol du magasin, les pompiers ont les pires difficultés à évoluer entre les rayonnages. Pendant que plusieurs d'entre eux s'en mêlent dans leur ligne de vie, perdent de vue la sortie, les réserves en air de Grégory s'amenuisent. Allez, chef! Moi, j'arrive à recadrer mon groupe pour que plus personne s'engage. Voilà, il faut que tout le monde soit bien posé, qu'on soit sûr de qui est engagé et qui est à sauver à ce moment-là. Donc on arrive à faire le point avec le commandement des opérations de secours. Vous préparez, vous vous engagez. Ouais, même moi, j'ai mal avec mes gars qui sont là, qui sont tous des baroudeurs, ils ont envie d'aller dedans, quoi. Ils ont envie de plonger. Donc je suis obligé de recadrer mes troupes, dire autrement on va aller au carton, quoi. Et gérer l'ensemble du volume s'embrase, donc ils sont obligés de se désengager. Ok, on a plus personne dedans, donc vous poussez de l'entrée maintenant, on va reculer. Allez, reculez. Le feu a gagné la partie. Les pompiers n'ont pas d'autre choix que de reculer pour ventiler. Ils ont vu l'enfer dans ce sous-sol. Chacun sait maintenant que Grégory n'a pas pu y survivre. Et puis au bout d'un moment, quand même, le foyer baisse d'intensité, on repart en reconnaissance et je dirais, on découvre le corps de Grégory, quoi. Puis on le remonte. Son appareil est brûlé, sa tenue de feu est brûlée, quoi. Donc on le sort, on le met sur un petit local à côté, une devanture. Donc je connais le docteur qui est là, hein, qui accueille, donc il demande de mettre sur le côté et là on le retourne, quoi. Et je me retrouve face à son visage, quoi. Même si on a sauvé
d'autres personnels, heureusement, parce qu'autrement ça a été vraiment la catastrophe. Hein. Mais on a laissé un de nos petits gars en bas, quoi. C'est d'abord un homme ou une femme qui a choisi de dédier tout ou partie de sa vie à porter secours et à répondre à une détresse. Et notre devise peut faire peur, mais elle traduit bien cet engagement fort, sauver ou périr. Xavier Guibert, je suis adjoint-chef à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et je totalise 23 années de service. Jacques Asquette, je suis médecin en chef de réserve à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Chef de bataillon David Guénantène, 10 ans de brigade de sapeurs-pompiers de Paris. J'y suis rentré début janvier 1975, ça fait donc 37 ans et demi que je suis à la brigade.